Alors mon micro vient de me dire full. Alors je sais pas à quel moment il a arrêté d'enregistrer. Parce qu'il faut savoir que ça fait 3 vidéos que je tourne. Et ben c'est la première fois qu'il me dit full, dis donc. Comme quoi je prends bien mon temps pour faire des vidéos. Bon bah on verra, j'espère que le son sera pas trop pourri à la fin. Why? Bonjour et bienvenue dans ces mystères de la chambre jaune. Alors désolé pour le titre qui fait peut-être un peu racoleur, mais en fait, dans tous les livres dont je vais vous parler aujourd'hui, il y a une femme qui disparaît ou qui s'enfuit. Donc finalement, c'est pas si racoleur que ça. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de 4 livres. 4 livres que j'ai lus, alors plus ou moins récemment. Il y en a même, ça fait assez longtemps. Mais je prenais pas le temps de faire des vidéos. Voir ma vidéo sur Votre temps est infini de Fabien Olicard. Maintenant, je vais essayer de le prendre. Comme dans ces 4 livres, il y avait ce point commun, entre guillemets, je me suis dit ça serait peut-être bien de parler de ces 4 livres-là ensemble, même s'ils n'ont rien à voir à part ce point commun-là. Il ne faut pas que je fasse ça, parce qu'après le micro, il fait... surtout que j'ai perdu la petite bonnette qui est là, je ne sais pas si vous voyez. Bref, si vous la voyez, vous me dites, moi je la vois pas. Alors le premier livre, c'est Le Cercle, de Bernard Minier, chez Pocket. Le Cercle, c'est la suite de Glacé, toujours de Bernard Minier, que j'avais lu. J'ai une vidéo aussi par ici, si vous voulez, avec une petite fiche qui devrait pointer là, pour savoir de quoi ça parle, parce que comme c'est la suite, on retrouve le même commandant Servaz, et il est question de son enquête précédente, dans le livre précédent, et du psychopathe qui était dans le livre précédent. Donc c'est mieux d'avoir lu Glacé avant de lire Le Cercle, même si il y a une intrigue aussi, mais les personnages comme sa fille, comme ses collègues, tout ça, ils sont présentés dans celui d'avant. Même le psychopathe est présenté bien dans celui d'avant, donc je pense que c'est quand même mieux de lire Glacé avant Le Cercle. Bref, qu'est-ce qui se passe dans Le Cercle? Outre le fait qu'une femme disparaît, il y en a une autre qui est assassinée chez elle, puis assassinée genre bien, on laisse son corps, mais bleh. Servaz va enquêter dessus. Pourquoi Servaz va enquêter dessus? Parce que le suspect numéro 1, celui qui est accusé, c'est le fils d'une ancienne petite amie de Servaz. Il se met sur l'enquête parce qu'il a encore des sentiments pour cette femme. Et parallèlement à ça, pourquoi je dis qu'une femme a disparu? Parallèlement à ça, on suit la vie, entre guillemets, d'une femme qui a été enlevée et qui est séquestrée. Et on a des petits chapitres comme ça, d'ailleurs ça commence par elle, des petits chapitres où on voit la vie de cette femme. Alors je dis vie entre guillemets parce que c'est pas vraiment une vie, quoi. Elle est enfermée, elle est droguée, elle est violée, enfin. Et il y a des petits moments comme ça jusqu'à la fin où on découvre pourquoi cette femme a été enlevée et séquestrée et qui elle est finalement. Les deux intrigues ont un lien, effectivement. Je vais pas vous dire lequel. Bah, s'il n'y a pas de lien, je vois pas l'intérêt finalement. Servaz, avec ses collègues, vont essayer de dépatouiller tout ça, pourquoi cette femme a été assassinée, la première dont je vous ai parlé, et surtout par qui. Servaz, il va s'en prendre plein la tronche là-dedans, mais bien. Et puis ça va pas bien quand même, il se pose plein de questions sur lui, sur sa vie, parce que déjà à la fin de Glacé, voilà, on s'apercevait que ça allait pas bien dans sa vie, et là on rentre aussi encore plus là-dedans, sa vie sentimentale, personnelle. Voilà, on sent que Servaz, il perd un petit peu les pédales aussi. Et est-ce que ça influe sur son enquête? Ouais, je pense. Mais ça donne encore plus d'humanité au personnage et au roman. Ça le rend, je sais pas, un peu rugueux comme ça, mais à lire c'est bien, hein, c'est pas l'écriture qui est rugueuse, c'est le sentiment qu'on a et on se sent mal pour lui, et on rentre vraiment dans les sensations, les émotions de Servaz. Là, on sent qu'il y a un truc chez Servaz qui est prêt à exploser, quoi. Et un peu, vous voyez, Batman, je sais pas, des gens comme ça, des héros, mais un peu noirs quand même. Et c'est bien parce finalement on est comme ça, même si on n'est pas tout gentil ou tout méchant, on a toujours un côté sombre. On est tous des Anakin Skywalker. Et ça, c'est sympa, et ça donne vraiment envie de lire le reste, rien que pour Servaz. Alors, les enquêtes sont bien, j'aime bien quand il y a des serial killers, j'aime bien quand il y a des trucs comme ça, et en plus, ce fil rouge de la personne enlevée, là, ça tient en haleine aussi jusqu'au bout. Mais il y a aussi ce Servaz qui donne envie d'aller voir le roman suivant. Donc bravo à Bernard Minier encore pour celui-ci, rien que pour Servaz. Moi je dis allons-y, à bientôt Servaz. Le deuxième livre dont je voulais vous parler, alors là c'est pas vraiment une femme qui disparaît, c'est une femme qui fugue, une jeune fille qui fugue, une ado. C'est dans Là où les chiens aboient par la queue, d'Estelle Sarabul, dont on vous a déjà parlé à propos de sa chaîne YouTube La Petite Voix. Alors lu en grand format chez Liana Lévy, mais sorti en poche depuis peu. Donc je disais, c'est une jeune fille qui s'appelle Antoine. Antoine s'enfuit quand elle a 17 ans, je crois, de chez elle pour aller dans la grande ville. L'histoire, c'est pas que ça. L'histoire à la base, c'est une jeune femme qui vient d'avoir un bébé. Et elle se pose des questions sur ses origines, parce que son père est guadeloupéen, et donc toute sa famille du côté de son père est guadeloupéenne. Et elle va chercher à savoir comment était la vie de ses parents et de ses tantes.
et de son grand-père, sa grand-mère, etc., en interviewant donc son père et ses deux tantes. Ils ont pas forcément tous la même version des choses. On a beaucoup plus l'avis de Antoine, donc cette tante un peu extravagante, un peu anticonformiste. C'est une grande femme qui est très... c'est elle qui s'enfuit, hein. Je ne vais pas dire elle est bizarre, mais si pour eux elle est bizarre, elle ne se comporte pas comme tout le monde voudrait. Et on suit beaucoup la vie de cette tante, donc tout au long de sa vie. Ouais, tout au long de sa vie, alors une grande partie en Guadeloupe, et ensuite à Paris quand elle arrive en métropole. Et c'est tout à fait, je ne sais pas comment dire, fascinant. Moi je connaissais pas, j'avoue, je connaissais pas l'histoire de la Guadeloupe finalement. Là, dans les années 40 les années 40-60, où on découvre des trucs, on s'imagine pas nous, quand on est là en métropole, on se dit, ah la Guadeloupe, ouais c'est beau, je vais y aller en vacances, il fait toujours beau, c'est toujours, tout le monde est souriant, tout le monde est... Et en fait non, c'est un peu comme, vous voyez, mai 68 par exemple, il y a eu des trucs mais bien graves aussi. Il y a la pauvreté, il y a l'économie qui fait que les pauvres gens ils sont virés de chez eux. T'as des rivalités entre les clans dans les familles. Enfin, voilà, on découvre un peu la Guadeloupe, mais la vraie Guadeloupe, à travers les souvenirs de ces trois personnages qui sont le père, hein, c'était le plus petit de la fratrie, une autre tante et Antoine. Hein. Moi j'ai trouvé que c'était quand même le personnage principal, Antoine, donc cette femme qui à 17 ans se barre de chez elle, sa mère est morte, son père... Alors, il est très bien, mais il donne plus à ses voisins, aux autres qu'à ses propres enfants. Et on suit Antoine qui... Je ne sais pas comment la qualifier, Antoine. Elle fait sa vie comme elle l'entend. Des fois, elle part un peu en live, on a l'impression, mais finalement, est-ce que c'est pas elle qui a raison, quoi. Elle fait ce qu'elle veut. Et puis bon, on a aussi les autres, hein, son père un petit peu moins. L'autre tante, on a sa vie aussi, mais elle n'avait pas du tout la même façon de penser. On parle surtout d'Antoine et de la Guadeloupe, de l'histoire de la Guadeloupe, et c'est aussi pour ça que ce livre est très intéressant pour tout cet aspect social. Moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est des paysans mais pas dans le sens les petits oiseaux, les petits arbres, la mer et le ciel, c'est des paysans en apprenant des choses sur la Guadeloupe. Et donc je vous le conseille, c'est intéressant des paysans et c'est drôle parfois aussi et c'est triste parfois aussi et il y a de l'émotion aussi et voilà, pareil un peu comme je disais avec Servaz, on sent, je sais pas comment expliquer, on est sur cette terre là, on ressent cette terre, on ressent les problèmes qu'ils ont, c'est très vrai. Voilà, on sent un vécu en fait, je ne sais pas comment expliquer. On y est, on est dans cette Guadeloupe, mais pas celle qu'on imagine. Troisième livre dont je voulais vous parler, c'est Maura Murray a disparu, de James Renner, chez Pocket aussi. Et il est sorti en grand format sous le titre Addict chez Sonatine. Ce n'est pas un roman, c'est un docu-fiction, une narrative non-fiction. James Renner, c'est un journaliste qui est obsédé par l'affaire Maura Murray. Maura Murray, c'est une jeune femme qui a disparu. Alors elle, on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle s'est enfuie? Est-ce qu'elle a été enlevée? Est-ce qu'elle a été assassinée? On ne sait pas. Vous vérifierez sur internet, hein, il y a plein de vidéos qui en parlent. C'est une vraie affaire, une véritable affaire. Donc James Renner, comme le titre du grand format l'indique, est addict, obsédé par cette affaire-là. Il raconte d'ailleurs que sa vie en est un petit peu bouleversée aussi, parce qu'il est... Voilà, il est obsédé par ça, il se demande des fois s'il n'est pas un peu fou aussi, et il passe une bonne partie de sa vie à récolter des informations, vraiment à enquêter sur la disparition de cette jeune femme, et donc il nous relate à la fois tout ce qu'il apprend, tout ce qu'il a appris sur la vie et la disparition de cette jeune femme, tout le mystère qu'il y a autour, et aussi tout ce que ça engendre dans sa vie, parce qu'il a même fait de la tôle le gars à un moment donné. Voilà, ça a une grosse influence sur sa vie, et c'est passionnant, c'est écrit de manière, on voit que c'est pas un roman, mais c'est écrit comme un roman finalement, et c'est vraiment passionnant. Je l'ai bouffé ce livre, je l'ai carrément bouffé. Je connaissais pas du tout l'affaire Maura Murray avant, et il y a un petit peu à côté Twin Peaks aussi là-dedans, et moi j'aime beaucoup, vous le savez. Et ah oui, je ne peux que vous conseiller ce livre si vous aimez déjà les histoires vraies, mais aussi cet aspect mystérieux, parce que finalement, alors je vous dis pas s'il a fini par découvrir ou pas quelque chose, ça je peux pas vous le dire, mais la majeure partie de toute façon du livre c'est vraiment une enquête et le mystère autour de cette jeune femme.
Et on voit aussi les non-dits de la famille et des amis et des gens qui révèlent pas des choses à l'époque et qui finissent par y révéler, ou une petite phrase qui dit tiens, il me dit peut-être pas la vérité, ou elle me cache quelque chose. Et c'est absolument fascinant. Je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que déjà, voilà, c'est comme c'est une histoire vraie, vous pouvez aller voir finalement plein de choses autour de ça. Mais là, l'histoire en elle-même, les deux histoires, parce qu'il y a celle de son enquête et sa propre histoire à lui, l'influence que ça a sur sa famille, sur son quotidien, sur sa santé, moi j'ai trouvé ça addictif aussi justement et finalement je comprends que quelqu'un puisse être obsédé comme ça par une affaire mystérieuse. C'est le mystère, je crois, autour de ça qui donne envie de savoir, de percer le mystère et d'être celui qui découvrirait ou celle qui découvrirait ce qui s'est réellement passé. Et là, l'endroit où elle disparaît est décrit aussi, c'est un endroit où on a retrouvé des cadavres, pas elle, mais on a retrouvé des cadavres à cet endroit-là. Si vous aimez ça, les mystères, si vous avez aimé Twin Peaks, si vous êtes féru d'histoires vraies, de choses comme ça, et c'est pas vraiment un roman, mais ça se lit comme un roman, et je vous le conseille fortement. Quatrième et dernier livre dont je voulais vous parler, c'est un livre de la rentrée littéraire 2019, parce qu'on est encore en 2019 normalement, si je traîne pas trop. Ah non, peut-être pas, on est peut-être pas en 2019, on est peut-être en 2020. Bonne année. C'est Protocole Gouvernante de Guillaume Lavenant chez Rivage. Alors, ce livre, c'est une pépite, c'est un petit ovni. Pour moi, Guillaume Lavenant, c'est un peu, on parlait de Twin Peaks tout à l'heure, c'est un peu le David Lynch de la littérature française. Cette femme, je sais pas si c'est elle, hein, la gouvernante dont il est question dans le livre, là, c'est une femme qui s'enfuit. À un moment donné, la gouvernante s'enfuit, je vous dis pas quand, je vous dis pas pourquoi, elle finit par s'enfuir. Mais au début, non, au début, c'est une femme qui vient postuler pour le poste de gouvernante, de nounou, on va dire, d'une petite fille, dans une famille. Je vais pas vous raconter toute l'histoire, je vais vous raconter déjà ce qui fait le petit plus de ce livre, c'est que c'est un livre à la deuxième personne du pluriel. C'est-à-dire que tout au long du livre, on dit vous. Vous allez faire ceci, vous allez faire cela, c'est le protocole. C'est ce que la gouvernante va faire, qu'elle est censée faire tout au long du livre. Donc vous allez vous rendre chez ces personnes, vous allez voir, elle va vous dire ceci, la personne va vous dire cela, le mari va rentrer à telle heure. Et ça déjà, c'est très intriguant. Moi j'avais jamais lu, je pense pas, de livre comme ça. Et après on s'enfonce, on est dans le quotidien, hein, petite maison de banlieue, tout à fait proprette et tout. Et plus ça va, plus on s'enfonce un peu dans le glauque, dans les trucs bizarres, dans les non-dits. On s'aperçoit que le mari n'est pas insensible au charme de la gouvernante. La gouvernante lit des histoires un peu bizarres à la petite fille. On entre dans un truc un peu malsain, qui était au départ... Ah si, un petit peu quand même, mais pas si malsain que ça. On entre progressivement dans un truc très bizarre pour finir dans un truc mais totalement explosif. C'est... Voilà, je ne voudrais pas vous spoiler, mais quand on lit le début, on s'attend pas du tout à ça, quoi, à la fin. Et le roman est très très court, c'est complètement... Alors c'est déjanté pas dans le sens drôle, hein, parce que c'est pas spécialement drôle, c'est déjanté dans le sens très bizarre. Des fois on se croirait presque dans un film d'horreur, quoi. Ah ouais, je verrais bien ce livre en film, mais totalement, quoi. Vous savez, les petites banlieues, machin, toutes propres et tout, et c'est là où il se passe les trucs les plus foufous, quoi. Les plus barges, les plus crades, les plus... Et ben voilà. C'est ça c'est ce livre. Ça se passe en France, hein, aussi. Il a pas fait beaucoup de bruit à la rentrée littéraire, finalement, mais celui-là, c'est le petit ovni, quoi. Franchement, moi j'ai adoré, hein. Je sais pas si Guillaume Lavenant compte en faire d'autres, mais ouais, si c'est dans cette veine-là, pas de problème, hein, vas-y. J'ose pas trop vous en dire plus, parce qu'à part le fait de dire que cette gouvernante est un peu dirigée par, c'est pas une voix, enfin, mais par un protocole, et que à la fin c'est explosif, déjà ça vous en dit beaucoup sur la chose. Et bon, j'espère que je vous ai donné envie de le lire, parce que franchement, ouais, si vous aimez les trucs un peu barrés comme ça, mais barrés, pas barrés comiques, hein, barrés... Barry Twin Peaks, je vous le conseille aussi fortement. Donc parmi ces quatre-là, il y en a 4 que je vous conseille fortement. 4 femmes disparues, ou enfuies, ou fugueuses, ou séquestrées, enfin qui ont disparu. C'est pas très gai toutes ces histoires, mais c'est de la bonne lecture, et sur ce, bonne lecture. Alors en fait, là on est la même journée, je me suis aperçue que j'avais oublié de vous parler d'un autre livre où il y a une femme qui disparaît. C'est celui-ci, Noir Sanctuaire, une enquête de l'inspecteur Pendergast. Je vous ai déjà parlé pas mal de l'inspecteur Pendergast. Ce sont des aventures de Douglas Preston et Lincoln Child. C'est un inspecteur donc du FBI un petit peu particulier, hein. Il se fait pas payer parce qu'il est super riche et il enquête en général sur des affaires souvent fantastiques, extraordinaires, avec des monstres, des zombies, des trucs comme ça. Dans l'opus précédent, c'est spoiler pour le précédent, à la fin du dernier, Pendergast disparaît dans l'eau en affrontant un ennemi. Le dernier chapitre, l'épilogue du précédent roman, c'est le début de celui-là. Voilà, donc tout s'enchaîne finalement. Et qui disparaît dans celui-ci, c'est Constance, la pupille, on va dire, celle que Pendergast a prise sous son aile. C'est une femme
qui est d'apparence jeune mais qui est qui est assez vieille parce que elle est plus ou moins immortelle à cause des expériences d'un aïeul de Pendergast. Bref, elle disparaît. Nous on sait qui l'enlève, hein, parce que là, non, c'est même pas un enlèvement. En fait, c'est Diogène, le frère de Pendergast, son ennemi juré, qui la convainc de venir avec lui. Il lui dit que sans élixir, elle va commencer à vieillir finalement, et lui, il a trouvé un remède, et elle finit par le suivre, même si elle le détestait au plus haut point parce qu'il l'a abandonné, parce que, enfin bref, je vais pas tout vous refaire, hein, parce qu'il y en a beaucoup des romans. C'est un départ plus ou moins volontaire. Est-ce qu'elle a été manipulée quand même? Vous verrez, hein, vous verrez bien si vous le lisez. Mais avant de lire celui-ci, bien sûr, le lire tout seul comme ça, c'est pas mal, hein, mais il y a plein de choses qu'on ne connaît pas et c'est dommage de rater tout ça. Il y a une multitude de romans avant et j'avoue, je suis fan moi de cette série-là. Et voilà, maintenant c'est vraiment terminé, salut!